À l'aube du samedi 28 février, dans le silence encore fragile du matin, une décision irrévocable avait déjà été prise. À Washington, comme à Tel Aviv, les plus hauts responsables sécuritaires s'étaient accordés. La frappe aurait lieu dans la nuit. Une frappe destinée à accélérer brutalement le cours de l'histoire, à atteindre le sommet même du pouvoir iranien avant qu'il ne puisse se soustraire à l'étau. Remontons le fil. Des mois durant, dans les salles obscures des centres de commandement, des généraux israéliens et américains entourdit ce plan. Des interceptions de communication, des agents infiltrés au cœur du régime, des satellites scrutant chaque mouvement. L'Iran, cette puissance chiite qui défie l'Occident depuis 1979, se croyait invincible. Ses gardiens de la révolution, ses proxys au Liban, en Syrie, au Yémen, un axe de la résistance tissé sur des décennies, mais l'étau se resserrait. Le 27 septembre, dans ce qui allait devenir l'une des plus vastes opérations aériennes jamais conduites par l'Israeli Air Force, des escadrilles de chasseurs prirent leur envol. En coordination étroite avec les forces armées des États-Unis, une offensive synchronisée fut déclenchée. Plus de 500 cibles réparties à travers l'ouest et le centre de l'Iran. Des bases de missiles, des usines d'armes, des dépôts logistiques. Mais le cœur de l'assaut, Téhéran, la capitale, bastion du pouvoir théocratique. La première vague frappa le cœur névralgique du pouvoir, le complexe du Guide suprême, ce sanctuaire imprenable, gardé par des bunkers et des systèmes antiaériens dernier cri, le palais présidentiel, symbole d'une république islamique aux ambitions mondiales, le ministère du renseignement, cerveau des opérations clandestines, le siège du Conseil suprême de la sécurité nationale où se nouent les fils du destin régional. Les frappes s'enchaînèrent à une cadence implacable. Rythme accéléré, boum après boum, dans la nuit noire. Selon des images satellites et des évaluations militaires rapportées par plusieurs médias internationaux, près d'une trentaine de bombes de précision auraient été larguées sur le seul complexe du Guide. Les bâtiments, autrefois tentaculaires, furent réduits à des amas de béton fumant, enveloppés d'un épais nuage noir s'élevant dans le ciel nocturne. Imaginez des flammes dévorant des siècles de pouvoir, des gardes courant dans le chaos, l'odeur âcre de la poudre et du métal fondu. Des sources israéliennes, dont le journaliste Amit Segal de la chaîne 12, réputé proche des cercles gouvernementaux, ont affirmé que le guide suprême ne se trouvait pas dans son bunker désigné au moment de l'impact. S'il était initialement signalé comme étant en souterrain, il aurait quitté la zone protégée peu avant la frappe, l'exposant ainsi fatalement. Ton solennel, une fuite providentielle ou un renseignement imparable? L'histoire retiendra peut-être ce moment comme le crépuscule d'un règne. Simultanément, deux autres sites stratégiques de la capitale furent visés. L'opération, décrite par certains responsables sécuritaires comme une frappe de décapitation coordonnée, visait explicitement la chaîne de commandement. Parmi les hauts responsables iraniens dont la mort aurait été confirmée par plusieurs canaux officiels et semi-officiels, un conseiller à la sécurité personnelle du Conseil de défense, un commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, cette principale force militaire idéologique du régime, bras armé de la Révolution, ainsi que des responsables liés au programme de missiles à longue portée et à l'appareil stratégique militaire du Guide. Des responsables israéliens, cités par des médias américains comme Fox News, ont évoqué la mort d'environ 40 figures sécuritaires et politiques dans la seule frappe initiale sur le centre-ville de Téhéran. Une telle perte, si confirmée indépendamment, représenterait une atteinte directe à l'ossature décisionnelle de la République islamique, y compris à ses réseaux régionaux, notamment en Syrie, où les milices pro-iraniennes vacillent déjà. Témoignage reconstitué d'un habitant de Téhéran, anonyme. Le sol a tremblé comme jamais, des cris dans la nuit, ma famille blottie dans l'obscurité. On nous avait promis la force divine, mais face aux bombes, nous n'étions que du stère. Des vidéos amateurs circulaient, habitants stupéfaits, marchant parmi les décombres, pères portant des enfants couverts de cendres, sirènes hurlant dans le vide. Alors qu'Israël concentrait ses frappes sur la direction politique et militaire, les forces américaines lançaient une opération parallèle.
Selon plusieurs responsables de la défense, cités anonymement par la presse internationale, infrastructures nucléaires à Natanz et Fordham, système de défense aérienne, installations militaires affiliées aux gardiens de la Révolution, visées depuis les airs et depuis des unités navales positionnées dans le golfe Persique. Dans l'après-midi suivant l'attaque, un message sur Truth Social, attribué à Trump, les personnes les plus dangereuses de l'histoire n'ont pu échapper aux capacités combinées de renseignement et de tracking américo-israéliennes, une coopération étroite avec Israël rendant toute fuite impossible. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclara que l'opération avait été planifiée pendant des mois en coordination approfondie avec les partenaires stratégiques d'Israël. Plusieurs installations clés liées aux capacités militaires avancées d'Iran ont été complètement détruites, affirma-t-il, évoquant des signes croissants d'effondrement au sein de certains cercles du pouvoir. Des responsables américains de la défense, cités par les grands réseaux télévisés, qualifièrent l'assaut de frappe massive en plein jour, soulignant l'ampleur logistique et la sophistication opérationnelle. Les racines du succès. Selon des analystes militaires, ce triomphe présumé reposait sur des années de pénétration des réseaux de renseignements iraniens. Mossad et CIA, alliés dans l'ombre depuis les années 2010, suivi approfondi des forces alliées de Téhéran, Hezbollah au Liban, milices en Syrie, Houthis au Yémen, un axe de la résistance tissé sur des décennies. Mais l'étau se resserrait. Dans ce qui allait devenir l'une des plus vastes opérations aériennes jamais conduites par l'Israeli Air Force, des escadrilles de chasseurs prirent leur envol. En coordination étroite avec les forces armées des États-Unis, une offensive synchronisée fut déclenchée. Plus de 500 cibles réparties à travers l'ouest et le centre de l'Iran. Des bases de missiles, des usines d'armes, des dépôts logistiques. Mais le cœur de l'assaut, Téhéran, la capitale, bastion du pouvoir théocratique. La première vague frappa le cœur névralgique du pouvoir, le complexe du Guide suprême, ce sanctuaire imprenable, gardé par des bunkers et des systèmes anti-aériens dernier cri, le palais présidentiel, symbole d'une république islamique aux ambitions mondiales, le ministère du renseignement, cerveau des opérations clandestines, le siège du Conseil suprême de la sécurité nationale où se nouent les fils du destin régional. Les frappes s'enchaînèrent à une cadence implacable. Rythme accéléré, boom après boom, dans la nuit noire. Selon des images satellites et des évaluations militaires rapportées par plusieurs médias internationaux, près d'une trentaine de bombes de précision auraient été larguées sur le seul complexe du Guide. Les bâtiments, autrefois tentaculaires, furent réduits à des amas de béton fumant, enveloppés d'un épais nuage noir s'élevant dans le ciel nocturne. Pause 3 secondes, effet sonore d'explosion étouffée. Imaginez des flammes dévorant des siècles de pouvoir, des gardes courant dans le chaos, l'odeur âcre de la poudre et du métal fondu. Des sources israéliennes, dont le journaliste Amit Segal de la chaîne 12, réputé proche des cercles gouvernementaux, ont affirmé que le guide suprême ne se trouvait pas dans son bunker désigné au moment de l'impact. S'il était initialement signalé comme étant en souterrain, il aurait quitté la zone protégée peu avant la frappe, l'exposant ainsi fatalement. Ton solennel, une fuite providentielle ou un renseignement imparable? L'histoire retiendra peut-être ce moment comme le crépuscule d'un règne. Simultanément, 2 autres sites stratégiques de la capitale furent visés. L'opération, décrite par certains responsables sécuritaires comme une frappe de décapitation coordonnée, visait explicitement la chaîne de commandement. Parmi les hauts responsables iraniens dont la mort aurait été confirmée par plusieurs canaux officiels et semi-officiels, un conseiller à la sécurité personnelle du Conseil de défense, un commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, cette principale force militaire idéologique du régime, bras armé de la Révolution, ainsi que des responsables liés au programme de missiles à longue portée et à l'appareil stratégique militaire du Guide. Des responsables israéliens, cités par des médias américains comme Fox News, ont évoqué la mort d'environ 40 figures sécuritaires et politiques dans la seule frappe initiale sur le centre-ville de Téhéran. Une telle perte, si confirmée indépendamment, représenterait une atteinte directe à l'ossature décisionnelle de la République islamique, y compris à ses réseaux régionaux, notamment en Syrie, où les milices pro-iraniennes vacillent déjà. Témoignage reconstitué d'un habitant de Téhéran,
Anonyme. Le sol a tremblé comme jamais, des cris dans la nuit, ma famille blottie dans l'obscurité. On nous avait promis la force divine, mais face aux bombes, nous n'étions que d'ustère. Voix tremblante, pause. Des vidéos amateurs circulaient, habitants stupéfaits, marchant parmi les décombres, pères portant des enfants couverts de cendres, sirènes hurlant dans le vide. Alors qu'Israël concentrait ses frappes sur la direction politique et militaire, les forces américaines lançaient une opération parallèle. Selon plusieurs responsables de la défense, cités anonymement par la presse internationale, infrastructures nucléaires à Natanz et Fordham, système de défense aérienne, installations militaires affiliées aux gardiens de la Révolution, visées depuis les airs et depuis des unités navales positionnées dans le golfe Persique. Dans l'après-midi